Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver enfin. Je sais que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce que la vie, voilà, la vie fait que il y a des choses qui ont pas mal changé dans ma vie. Je vais pas rentrer dans les détails mais je pense que dorénavant ça sera beaucoup plus simple pour moi de vous filmer des vidéos. D'ailleurs j'ai changé un peu de cadre, je sais pas encore si je reste devant cette bibliothèque ou pas, on verra. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Mais aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter parce que, mine de rien, je vous ai pas fait de bilan lecture depuis... Je crois que c'était début avril, donc ça commence à remonter, on est début juin, donc ça fait 2 mois. Donc j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livres. Donc j'espère que vous aimez les vidéos longues. En tout cas, moi j'aime bien en regarder, donc j'imagine que vous aussi. Donc mettez-vous bien confortable. On va commencer. Et j'espère me souvenir des livres les plus anciens parce que ça remonte à 2 mois, donc Manie Alzheimer, mais bon. Si jamais vous voulez avoir mon avis un peu plus construit, un peu plus précis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog où je chronique en fait tous les livres que je lis. Il y a aussi mon compte Instagram si vous voulez un condensé parce que avec Instagram on est quand même limité à 2200 caractères. Donc voilà, j'essaye de concentrer mes avis à chaque fois, mais je suis vraiment à jour sur toutes mes chroniques sur Instagram et sur le blog, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous avez tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Pourquoi pas Evans d'Agatha Christie, donc aux éditions Le Masque. Alors, je vais peut-être le mettre comme ça, non ça brille, bon peu importe, il y a le reflet de la vitre dessus. Donc j'ai lu ce livre au printemps, donc c'était quand? Vers avril par là, puisque je continue mon challenge de lire tous les Agatha Christie dans ma vie et en lisant à peu près un par saison. Donc celui du printemps c'était celui-ci qui est ni un Miss Marple ni un Hercule Poirot, c'est vraiment un one-shot indépendant où on va suivre un jeune homme qui s'appelle Bobby, il a une trentaine d'années je dirais, et il est fils de pasteur, il est un peu paumé dans sa vie. Il est en train de jouer au golf avec le médecin du village. C'est un terrain de golf au bord d'une falaise et alors qu'il joue tranquillement au golf avec le médecin, il entend un cri au loin, comme si quelqu'un était tombé de la falaise. En plus, il y a un peu de brouillard, etc. Donc il ne voit pas bien. Il se précipite pour voir ce qui se passe. Et effectivement, il y a un homme qui est tombé en bas de la falaise. Donc le médecin et lui décident de descendre pour aller voir si l'homme est toujours en vie ou pas. Effectivement, il est encore en vie, mais inconscient, et en tout cas, il en a plus pour très longtemps. Et donc, le médecin remonte pour aller chercher de l'aide pendant que Bobby reste au chevet de cet homme. Il va se réveiller, plus ou moins, agonisant, et qui va lui dire une phrase, pourquoi pas Evans? Et il va décéder. Et sur ce, on va croire à un accident, peut-être que le type n'avait pas vu qu'il y avait un ravin et qu'avec le brouillard il est tombé ou quelqu'un l'a poussé, on ne sait pas trop. Mais l'enquête va vite conclure à un suicide ou à un accident. Plusieurs jours plus tard, Bobby va subir une tentative d'empoisonnement, il va en réchapper, mais il va se dire que peut-être que c'était un meurtre, qu'il a eu des infos en fait. Enfin en tout cas les meurtriers du type qui est mort pensent qu'il sait des choses. Donc ils ont essayé de l'empoisonner. Bobby va enquêter avec son amie Frankie. Frankie qui est une jeune fille de bonne famille, qui est comtesse ou duchesse, baronne, je sais plus. Enfin voilà, mais qui est hyper intrépide et elle en a rien à faire des convenances, de l'étiquette et tout. Elle a juste envie d'enquêter avec son ami Bobby et ça va les mener dans des histoires où ils vont se faire passer pour d'autres gens, etc. Ils vont aller enquêter dans des maisons, dans des manoirs. C'était juste génial, rocambolesque. J'ai trouvé cette Agatha Christie très frais, vraiment assez différent de ce qu'elle a l'habitude de proposer dans du Miss Marple, Hercule Poirot, puisque quand même ce sont des personnages ici qui sont très jeunes, Bobby et Frankie, alors que Miss Marple et Hercule Poirot sont des personnages plutôt âgés. Et donc là, c'est vraiment très frais, très intrépide. C'était vraiment sympa. Et d'ailleurs, il y a Hugh Laurie, l'acteur qui joue Dr House, qui va l'adapter en film ou en mini-série, je sais plus, qui va l'adapter pour la BBC d'ici 2022-2023. Donc ça m'étonne pas parce que c'est un très bon Agatha Christie, plein de rebondissements. C'était vraiment chouette. Donc voilà, je vous le recommande si jamais vous voulez découvrir un one-shot
qui sort un peu de l'ordinaire, mais en même temps toujours cette ambiance typiquement anglaise, british, cette petite enquête où on se concentre plus sur la résolution de l'enquête que sur le côté sanguinolent, donc c'est vraiment chouette. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un service presse qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Marabout. Donc c'est Le Cercle des Mensonges de Céline Dangean aux éditions Marabout dans leur collection Black Lab. Je n'avais jamais lu cette autrice qui pourtant est une autrice de thriller toulousaine, donc de ma région. J'en avais beaucoup entendu du bien, notamment du Cheptel qui était un de ses précédents romans. Ici, donc c'est le 4e tome de cette saga-là, où on retrouve apparemment des enquêteurs récurrents. Il y a, je crois, La fille de Cali, Le Cheptel, Double Amnésie, et puis Le Cercle des Mensonges. Et moi, comme je n'avais pas lu les précédents, c'est vrai que ça m'a un petit peu manqué. Pour l'histoire, on va suivre 2 enquêtes différentes. Alors, la scène d'ouverture était juste géniale. On va suivre une femme de ménage, Effia, qui est qui est clandestine. En fait, elle n'a pas de papier, elle vient d'Afrique et elle est femme de ménage la nuit elle nettoie les locaux d'entreprise au Mirail d'ailleurs, qui est un quartier un peu particulier de Toulouse. Et en fait, Effia, une nuit, donc elle fait son ménage avec sa collègue dans un grand bâtiment au Mirail, et alors qu'elle termine son ménage, les lumières du plafonnier se sont éteintes, elle appelle l'ascenseur et en attendant que l'ascenseur arrive, elle regarde par la baie vitrée en contrebas et elle regarde sur le toit de l'immeuble voisin qui est en construction et elle va voir au clair de lune 2 silhouettes un peu trapues d'hommes, voilà, qui traînent une 3e silhouette par les bras qui a l'air plus chétive, on dirait un jeune homme, et ces 2 grosses silhouettes vont balancer le jeune homme, enfin ce qui semble être un jeune homme, par-dessus le toit, donc comme s'il le défenestrait en fait. Elle va être terriblement choquée par cette scène et pile au moment où les 2 tueurs quittent le toit d'en face, les portes de l'ascenseur d'Effia vont s'ouvrir laissant passer un ray de lumière et ça va attirer l'œil d'un des tueurs qui va se dire « Ah, il y a eu un témoin oculaire de ce qui vient de se produire, il va falloir que j'aille l'éliminer ». Donc Effia comprend très vite qu'elle est en danger et elle va aller se cacher tant bien que mal dans les locaux de l'entreprise et passer toute la nuit angoissée. Au petit matin, elle réussit à sortir du bâtiment au moment où les employés de bureau arrivent. Et en rentrant chez elle, elle doit prendre le chemin pour aller au métro. Et là, elle va se rendre compte qu'il y a un attroupement de gens et il y a la police et elle va essayer de voir ce qui se passe. Et elle va se rendre compte qu'en fait, il s'agit de sa collègue Nadia qui a été assassinée. Visiblement, les tueurs l'ont pris pour le témoin oculaire, ils ont fait une erreur de témoin. Elle va être extrêmement choquée, Effia, et se dire mais je suis obligée de fuir parce qu'elle ne peut pas se retourner vers la police vu qu'elle est sans papier, enfin elle est complètement coincée, elle va décider de s'enfuir. Évidemment on va suivre l'inspecteur de police Urbain Malo avec son équipe d'enquêteurs qui vont enquêter justement sur le meurtre de cette femme de ménage et puis ils vont découvrir pas très loin le cadavre d'un jeune homme au pied d'un bâtiment. Et en plus, ce jeune homme n'est autre que le neveu du ministre des Finances, donc ça va faire un grand bruit politique et médiatique. Donc ils vont enquêter sur cette enquête. Et puis en parallèle, on va suivre la gendarme Héloïse Bouquet, qui va enquêter sur un autre meurtre qui a eu lieu dans la forêt de Buzet, au nord de Toulouse, où en fait ils vont découvrir un cadavre d'une femme qui était bien sous tout rapport puisqu'elle était enseignante-chercheuse à l'université de Paul Sabatier, qui est l'université scientifique de Toulouse, et cette femme a été sauvagement assassinée dans la forêt. Pourquoi? Évidemment, à un moment donné, les enquêtes vont se recouper, et puis on va suivre aussi la suite du Cheptel et de Double Amnésie, donc les précédents romans, où on va retrouver la grande prêtresse du Cheptel, qui est toujours en cavale, qui a fui apparemment, qui est en cavale. Et Héloïse Bouquet va essayer de mener l'enquête avec une journaliste pour essayer de retrouver Anne Posé, cette fameuse prêtresse qui est très dangereuse. L'enquête, moi ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment l'enquête de ce bouquin-là, enfin la double enquête entre la femme de ménage et le jeune homme, et puis la femme dans la forêt, c'est ça qui m'intéressait le plus. Et toute l'enquête
parallèle avec la grande prêtresse m'intéressait moins parce que j'avais pas lu les tomes précédents. Du coup j'étais un petit peu de marbre sur cette partie-là. Sauf qu'à un moment donné, l'enquête du bouquin, enfin originale du bouquin, finit un petit peu en queue de boudin. Et puis c'est l'enquête sur la prêtresse qui prend le pas avec un final voilà, qui moi du coup m'intéressait moins parce que j'avais pas lu les tomes précédents. Donc je pense vraiment que c'est quand même mieux de lire les tomes précédents avant parce que moi il m'a manqué beaucoup de choses, beaucoup de références. Voilà, c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Ça m'empêchera pas de lire quand même le cheptel plus tard parce que j'en ai entendu tellement du bien que ça me hype quand même si j'étais un petit peu spoilée dans ce tome-ci. Après j'ai trouvé la plume de l'autrice vraiment hyper addictive, l'intrigue et les personnages sont très bien construits. Il y a peut-être une ou deux petites incohérences. Ah, j'arrive plus à parler. Il y a peut-être une ou deux incohérences. Je sais pas pourquoi tous les auteurs de thrillers toulousains veulent mettre de la neige à Toulouse alors qu'il ne neige jamais. Enfin, en tout cas, pas des gros flocons qui tiennent. Ça arrive peut-être une fois tous les 10 ans, mais je sais pas pourquoi ils veulent mettre de la neige à Toulouse, c'est un petit peu particulier. Et hormis ça, j'ai adoré retrouver tous ces lieux que je connais parfaitement puisque c'est ma ville. Et l'autrice arrive vraiment à retranscrire vraiment toutes les spécificités des quartiers et tout. Donc vraiment, si vous voulez avoir une cartographie de Toulouse véritablement juste, je trouvais qu'elle arrivait bien à le cerner et à le retranscrire, donc ça c'était vraiment chouette. Donc j'étais quand même ravie de découvrir la plume de Céline Dangean et je pense que je lirai d'autres livres de cette autrice. Donc merci beaucoup à Marabout de m'avoir fait découvrir, même si voilà, c'est un 4e tome et que du coup ben, j'avais qu'à lire les tomes d'avant, voilà, c'est ma faute, j'avais qu'à lire les tomes précédents. Je continue avec donc le mois de mai, c'était le mois de la fantaisie, comme vous le savez, qui est organisé par Stéphanie de la chaîne Piki Bookin. Alors moi j'ai participé sans participer, on va dire. Je sais qu'il y avait une lecture commune, mais moi je l'ai lu de mon côté. C'était un livre que je voulais découvrir depuis très longtemps. Un auteur hyper plébiscité dans le monde de la fantaisie, c'est Brandon Sanderson avec Elantris, donc chez le livre de poche. Les amateurs de Brandon Sanderson conseille de commencer soit par Elantris, soit par la saga des Fils des Brumes. Moi je me suis tournée vers Elantris parce que c'est un one shot. Bon, c'est un beau bébé qui fait plus de 900 pages, hein, presque 1000 pages, mais c'était vraiment génial. Moi j'ai adoré cet univers. On va suivre Raoden qui est le prince héritier du royaume d'Arelon. Et tout va bien dans sa vie jusqu'au jour où il se réveille et il va être atteint du Chaot, qui est cette maladie mystérieuse qui touche n'importe qui en fait. Ça peut toucher aussi bien les nobles que le peuple. Et en fait, cette maladie consiste à avoir des taches sombres de gris qui apparaissent sur le corps et le cœur qui arrête de battre. C'est comme s'ils devenaient presque des zombies en fait. Ils sont entre la vie et la mort. C'est une maladie qui est apparue 10 ans auparavant depuis le Réode. Le Réode, ouais c'est ça. Où en fait il y a eu la chute d'Elantris. Elantris qui était une cité presque de demi-dieux en fait. Tous les gens qui habitent, les Élantriens en fait, les habitants d'Elantris, c'était des êtres exceptionnels, presque des demi-dieux. Ils avaient de la magie, ils étaient vraiment parfaits. Tout se passait bien jusqu'à ce qui est le Réode, la chute d'Elantris. On ne sait pas bien ce qui s'est passé, mais c'est comme si la magie avait disparu et Elantris a commencé à décrépir en fait, à devenir une cité maudite. Et c'est là où on enferme en fait toutes les personnes qui sont atteintes du Chaod. On les parque en fait dans la cité d'Elantris. On les confine. Et du coup, le prince Raoden, il va pas faire exception, hein. C'est pas parce qu'il est prince qu'on va pas l'envoyer à Elantris. Donc voilà, on va le balancer à Elantris et nous, on va découvrir Elantris, les conditions de vie qui sont quand même assez épouvantables de ces pauvres parias qui sont entre la vie et la mort. Il y a des guerres de gangs, etc. On va découvrir tout ça à travers les yeux de Raoden qui va apprendre, parce que lui, il avait une vision extérieure d'Elantris et il va découvrir Elantris de l'intérieur, donc c'était vraiment chouette. En parallèle de ça, on va suivre Sarene qui est une princesse d'un royaume voisin qui est la promise en fait de Raoden qui devait l'épouser et elle va arriver pour épouser Raoden, mais elle va apprendre qu'il est décédé parce que évidemment personne ne va lui dire la vérité. On va simuler des funérailles pour le prince alors qu'il a été parqué à Elantris. Et du coup Sarene, par un contrat de mariage, c'est la loi dans leur pays,
même si elle n'a pas épousé officiellement le prince Raoden, elle se retrouve veuve et elle est obligée de rester dans le royaume d'Arelon avec son beau-père et sa belle-mère qui sont quand même des personnages assez particuliers quand même. Et elle a toute une cour à découvrir. Elle va découvrir les nobles, etc. Toutes les intrigues un petit peu politiques. Et en plus, sa reine, c'est une princesse qui a été élevée pour être dirigeante, pour être une bonne politicienne. Et du coup, elle va vraiment s'intéresser à la vie de la cour. Et elle va manigancer, elle se doute bien qu'il se trame quelque chose. Parce que visiblement, lors des funérailles de Raoden, ses parents, enfin sa belle-mère et son père ne sont pas particulièrement tristes. Enfin, il y a un truc, tu vois. Elle se doute qu'il se passe quelque chose, elle va essayer de découvrir tout ça. Et en parallèle, on va suivre le prêtre Raten, qui est un prêtre. Alors la religion est très, dans ce bouquin, est très particulière en fait. Au début, c'est un peu compliqué à comprendre, mais très vite on s'y fait. En fait, c'est un peu le principe du christianisme où il y a une branche, enfin le christianisme, et puis ça s'est divisé entre les catholiques et les protestants qui se font un peu la guerre. Ben, c'est un peu pareil. Il y a le Deret et le Korati, je crois, enfin je sais plus exactement, mais qui sont deux branches de la religion. Et il se trouve que le royaume d'Arelon est d'une branche de la religion et que le prince Raten et le Wyrn, qui est une espèce de pape, et de l'autre branche de la religion, et que le Wyrn va missionner le prêtre Raten de convertir tout le royaume en seulement 3 mois. C'est sa mission, donc voilà. Et du coup, il y a cet aspect aussi militaire et politique dans la religion. Évidemment, Raten va devenir un peu l'ennemi juré de sa reine. Et puis voilà, et c'était vraiment 3 personnages qui portaient le bouquin, mais surtout sa reine, qui est un personnage féminin hyper fort, mais en même temps pas si badass que ça, parce que des fois en fantasy, soit t'as la fille qui est un peu la plante verte, la potiche, soit la fille qui est ultra badass et tu peux pas te reconnaître en elle tellement qu'elle est parfaite, qu'elle est super forte, etc. Alors que là, sa reine, elle est vraiment, elle est tout en ambiguïté, elle est à la fois très intelligente, très perspicace, très intrépide, enfin elle envoie du bois, mais en même temps elle doute parfois d'elle-même et elle est représentée tantôt comme une belle jeune fille intelligente, tantôt comme une grande perche godiche et idiote, suivant les personnes qui la regardent en fait. Et j'ai trouvé que ça la rendait d'autant plus humaine. C'est vraiment elle qui porte le bouquin, c'est elle la pierre angulaire de toutes les intrigues. Et ça en fait un personnage féminin extrêmement fort et extrêmement intéressant en fantasy. On n'a pas l'habitude de voir ça et c'est vraiment génial. Enfin bref, j'ai vraiment adoré même le système magique. Raoden et sa reine, mais ils sont tellement mignons et choux. Enfin, c'est vraiment des personnages que j'étais triste de quitter et qui m'ont beaucoup marqué. Et vraiment, j'ai passé un excellent moment de lecture, même s'il y a quelques petites longueurs au milieu du bouquin où tu te dis, bon là, ça traîne un petit peu en longueur. Mais c'était génial, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré Elantris, j'ai adoré tout. Voilà, vraiment, je continuerai à lire Brandon Sanderson avec grand plaisir parce que c'était génial. Ouh là là, ça va être une très très longue vidéo, j'en ai fait que 3. Je vous parle ensuite de La Planète des Chats de Bernard Werber aux éditions Albin Michel. Donc c'est le 3e et dernier tome du cycle des chats. Donc le premier tome c'était Demain les chats, ensuite il y avait Sa Majesté des chats et donc ce 3e tome. Bon alors c'était sympa, on va retrouver notre personnage principal qui est Bastet, une chatte assez imbue de elle-même d'ailleurs, qui est assez marrante tellement qu'elle est arrogante. Et on est dans un univers post-apocalyptique, pas zombie mais rats, puisque les rats ont pris le pouvoir en fait sur le monde, en tout cas à Paris et en France. Et on va suivre leur traversée de l'Atlantique pour aller aux États-Unis et plus particulièrement à New York, puisque bah, vous reconnaissez la Statue de la Liberté. Donc on va retrouver Bastet en compagnie de ses acolytes. On a le chat Pythagore, on a Angelo, le fils de Bastet, on a Esmeralda qui est un autre chat, mais aussi les humains, Nathalie et Roman notamment. Et ils vont arriver à New York en espérant qu'il y a un raticide qui permet de tuer les rats. Voilà, qu'ils vont pouvoir mener une vie, retrouver un semblant de vie loin des rats à New York, sauf que non, pas du tout. Dès qu'ils débarquent, ils se rendent compte qu'il y a d'autres rats qui ont pris le pouvoir et c'est des gros rats à New York. Un peu mafia, voilà, parce que d'ailleurs le roi des rats à New York s'appelle Al Capone.
Ça c'est assez marrant. Et donc ils vont tenter de survivre, de négocier, avec les rats, voilà, de reprendre le pouvoir. Il y a des guerres un petit peu intestines entre les humains, les différents clans humains, etc. Bon, c'était sympa. Pour moi, le troisième tome était peut-être un petit peu en dessous des deux autres. Le premier tome, c'était vraiment la découverte de cet univers post-apo avec les chats, c'était sympa. Le deuxième tome était assez sympa parce qu'il y avait une guerre, etc. Ce troisième tome était peut-être un peu plus mou, un peu plus en dessous. Mais enfin, j'ai quand même passé un bon moment de lecture, ça se lit ultra facilement, ultra rapidement, la plume de l'auteur est hyper fluide. Voilà, c'était divertissant. Pour moi, vraiment, ça reste une lecture divertissante, pas prise de tête, plutôt sympa, mais c'était pas non plus le coup de cœur, voilà, c'était pas non plus incroyable, ça va pas rester gravé dans ma mémoire. Voilà, donc je suis quand même contente d'avoir terminé cette saga, je vais pouvoir la cocher comme saga terminée, donc au moins ça c'est fait, donc voilà. J'enchaîne avec un petit livre jeunesse, et oui c'est pas trop souvent que je présente des livres jeunesse, vraiment jeunesse sur ma chaîne parce que là on est sur du 8-12 ans. Mais lorsque la maison d'édition m'a proposé de recevoir ce livre, j'ai longtemps hésité parce que je me suis dit est-ce que ça va vous intéresser? Parce que c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de présenter, mais enfin je me dis on a tout. Peut-être vous avez des enfants, des petits frères, des petites sœurs, des neveux, des nièces, donc ça peut peut-être vous intéresser. Et puis, je sais pas, l'histoire m'a rappelé ma propre enfance. C'est donc Clara Catastrophe, le premier tome des Lapins de Partout, de Alice Pinter-Muller et Daniela Coll, aux éditions Sassy, donc une jeune maison d'édition qui font des ouvrages assez qualitatifs, puisque là on est sur du hardback, et il y a plein d'illustrations en noir et blanc, c'est vraiment trop chou. Voilà. Et en fait, on va suivre donc Clara, qui est une petite fille assez intrépide, qui a une dizaine d'années, qui rentre au collège et qui fait un peu les 400 coups avec sa meilleure amie. Elle a deux petits frères, des jumeaux qui sont insupportables. Il y a sa mère qui est accro au téléachat, son père qui est prof et qui sait tout. Et puis elle tanne ses parents pour avoir un animal de compagnie. Donc elle voudrait un lapin ou un mini mouton. Et moi ça m'a fait rire parce que quand j'avais 10 ans, j'ai aussi tanné mes parents pour avoir un lapin. Et je l'ai eu. Un lapin blanc qui s'appelait Fifi. Bon, RIP Fifi, hein, depuis le temps, il est décédé, mais je l'ai gardé quand même pendant 8 ans. Et c'était mon lapin, voilà. Et je me rappelle, j'avais fait un dessin que j'avais mis sur le lit de mes parents pour leur dire un dessin de lapin en disant je vous promets, je m'en occuperai, etc. Ils avaient cédé, ils étaient trop mignons. Mais bon voilà, ça m'a rappelé ça, et puis toutes les bêtises de cours de récréation, tous ces trucs, ces références que je sais que seule ma soeur pourrait se bidonner avec moi. Ça avait un côté nostalgie enfantine qui était vraiment trop mignon. Donc voilà, on va suivre cette Clara qui va vivre sa vie de collégienne, qui va faire ses 400 coups avec sa meilleure amie, qui a son ennemi juré à l'école, sa prof principale qui est horrible, et puis sa mère qui va lui acheter une flûte magique, une flûte indienne, et visiblement à chaque fois que Clara joue de cette flûte, il se passe des événements bizarres dans sa vie. Et voilà, c'était fun, c'était drôle, c'était marrant, c'est tout chou, voilà, il y a plein d'illustrations. Moi ça m'a rappelé beaucoup de choses de l'école primaire, voilà, de ma propre enfance. Je pense que ça parlera beaucoup aux enfants et même aux parents. Même si le dessin n'est pas incroyable, enfin, c'est vrai que Clara, là on voit les personnages au début, elle n'a pas une tête, enfin le trait de dessin est un peu grossi, mais en même temps il transparaît beaucoup d'émotions, je trouve. Donc j'ai passé un très bon moment de lecture, c'est assez qualitatif. En plus j'ai reçu aussi avec, attendez je vais vous montrer, j'avais reçu un colis mais trop mignon avec un petit carnet comme ça, il y avait des stickers, il y avait un petit mot aussi de l'attaché de presse, c'était trop chou, je crois que c'était le plus beau colis que j'ai reçu depuis que je fais Booktube, mais vraiment c'était vraiment chouette. Voilà, c'est de la jeunesse, c'est pas prise de tête, mais c'est vraiment très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez un cadeau à faire à un enfant, ça peut être sympa. J'enchaîne ensuite, alors là j'ai pas fait exprès, mais ça va être 2 livres des éditions Cherche Midi. Benoît, si tu passes par là. Le premier c'est Les yeux fermés de Christ
de Chris, non pas du tout. Le premier donc c'est Les yeux fermés de Chris Bojallian aux éditions Cherche Midi du coup. Donc c'est un thriller, le dernier qui est sorti aux éditions Cherche Midi, où on va aborder la thématique du somnambulisme. Et c'est vraiment assez sympa parce que moi je connais assez peu cette pathologie. Et on va parler d'un somnambulisme assez extrême, d'une forme particulière de somnambulisme, et je savais même pas que ça existait, donc pour vous dire que j'ai appris des choses dans ce bouquin. Donc on va suivre Liana, qui est une jeune fille de 21 ans, qui est étudiante. Voilà, elle est un peu paumée dans sa vie, elle fume des joints, elle adore faire des tours de magie, des spectacles de tours de magie pour les anniversaires, les goûters d'anniversaire des enfants. Et puis elle a une petite sœur, Paige, qui a 12 ans, qui est très sportive. Voilà, elles ont quand même pas mal de différences d'âge puisque sa mère avait beaucoup de mal à avoir des enfants, qu'elle a fait beaucoup de fausses couches. Sa mère, justement, qui souffre de somnambulisme et qui avait tendance à parfois se réveiller la nuit, à sortir de son lit. Liana, il y a plein de fois où elle l'a rattrapée sur un pont ou on sait où la nuit. Anali, donc sa mère, se fait traiter, elle est allée dans un centre de sommeil pour voilà, essayer de traiter ce somnambulisme, et visiblement elle ne sort de son lit que quand son mari est absent, parce que d'habitude son mari arrive à la retenir dans la chambre pour pas qu'elle sorte. Sauf que là, il va devoir partir à une conférence à l'autre bout du pays, et du coup Liana va être missionnée de surveiller un peu sa mère. Sauf qu'elle va s'endormir, sa petite soeur s'endort, tout le monde dort, et au matin, il y a sa petite soeur qui vient la réveiller et qui lui dit que maman n'est plus là, elle n'est plus dans son lit, elle est nulle part dans la maison, elle a disparu. Et donc, paniquée, Liana va appeler son père et la police, et donc ils vont commencer à enquêter. Il va y avoir une battue avec tous les voisins qui vont essayer de prêter main forte à la police pour essayer de retrouver Anali. Il va y avoir juste une étoffe de la chemise de nuit d'Anali qui va être retrouvée au bord du fleuve. Donc on se dit, est-ce qu'elle est noyée, est-ce qu'elle s'est suicidée, est-ce qu'elle était réveillée, est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre, on ne sait pas. Et pendant des mois et des mois, voilà, ils vont attendre le retour d'Anali, être dans cette angoisse de ne pas savoir. Et puis on va avoir un jeune inspecteur, l'inspecteur Gavin Ricker, je sais plus comment il s'appelle, Gavin, qui est plutôt un jeune inspecteur qui a une trentaine d'années, qui va enquêter sur la disparition d'Anali parce qu'il connaît très bien cette pathologie du somnambulisme puisque lui-même est atteint de ce trouble. Donc il connaissait aussi Anali puisqu'ils s'étaient déjà rencontrés au centre du sommeil, etc. Et donc il va se lier une espèce de relation entre Liana et ce jeune inspecteur. Et Liana va essayer de tirer les verres du nez pour savoir quelle était aussi cette relation que Gavin entretenait avec sa mère. Est-ce que c'était de l'amitié, est-ce que c'était plus, est-ce que cette pathologie qu'ils avaient en commun les avait rapprochés. Donc voilà, elle se pose beaucoup de questions parce que tout le monde semble cacher des secrets, même dans sa famille, son père, sa sœur, elle, l'inspecteur, enfin voilà. Alors j'ai trouvé la plume de l'auteur un peu spéciale au début parce qu'il y a beaucoup de juxtapositions, c'est des phrases très longues. Je trouvais qu'au final ça donnait un aspect un petit peu mélancolique au récit qui servait très bien l'intrigue. J'ai trouvé que la relation entre l'inspecteur et Liana était un peu bizarre, hein, voilà. Mais l'auteur, même si j'ai pas trop apprécié le personnage de Liana qui est un peu spécial quand même, j'ai trouvé que l'auteur arrivait à bien retranscrire la psychologie d'une jeune fille de 21 ans. C'était très bien fait, en fait, le personnage est vraiment crédible. Après, j'avoue que le dénouement final, je ne m'y attendais absolument pas. J'ai trouvé que c'était un petit peu expédié, un petit peu vite expédié, j'aurais aimé plus d'explications, etc. Mais enfin, j'ai quand même été surprise. J'ai passé un bon moment de lecture. C'était sympa, c'était pas incroyable, c'était pas un coup de cœur, mais c'était plutôt un bon thriller sur cette thématique du somnambulisme et de ce somnambulisme particulier dont je vais pas vous révéler la teneur parce que ça serait vous spoiler, mais vraiment j'en ai appris plus et c'était quand même assez intéressant, donc voilà, n'hésitez pas si ça peut vous tenter. Et il est plutôt chouette. Et je termine avec le livre que j'ai terminé hier et que j'ai passé un bon moment. C'est Meurtre et Charlotte aux fraises de Joanne Fluke. Donc c'est le deuxième tome des enquêtes d'Anna Swanson, donc c'est chez le Cherche Midi aussi.
Je vous avais déjà parlé du premier tome, je sais plus si c'était dans mon précédent bilan lecture, je vous remettrai dans le petit i de toute façon. Donc le premier tome qui était Meurtre et pépites de chocolat, et donc le deuxième tome Meurtre et Charlotte aux fraises, et c'est du cozy mystery tout choupinou. Voilà, on est dans un petit village américain, on va suivre Anna qui est une jeune trentenaire intrépide qui est gérante d'une boutique de cookies, pâtisserie, etc. et qui est très douée pour enquêter, pour résoudre des meurtres. Elle va prêter main forte un peu en sous-marin à son beau-frère Bill qui est enquêteur de police et à Mike qui est son supérieur. Cette fois-ci, Anna participe à un concours de pâtisserie. En fait, elle est jurée pour un concours de pâtisserie qui se déroule dans la ville et qui est un concours télévisuel, un peu style Top Chef, mais au meilleur pâtissier si vous voulez. Et donc elle participe à ce concours et il se trouve que l'entraîneur, le coach de l'équipe de basket du lycée est aussi membre du jury et il va se faire assassiner alors qu'il est rentré chez lui avec la Charlotte aux fraises de Anna qu'il rapportait à la maison. Il va se faire assassiner dans son garage à coups de marteau. Et c'est sa femme Danielle qui va le découvrir dans une mare de sang à côté de la Charlotte aux fraises éparpillée. Et Danielle est paniquée et elle va appeler son amie Anna pour venir l'aider et l'épauler. Donc évidemment la police, Bill et Mike vont enquêter. Mais il se trouve que Anna et sa sœur Andrea vont aussi enquêter un petit peu en sous-marin parce que elles ont cette fibre très particulière avec les gens, elles connaissent tout le monde, elles sont très sociables, on leur révèle des secrets qu'on ne dirait pas à la police. Et du coup j'ai trouvé encore cette enquête super, enfin voilà, c'était frais, c'était sympa, c'est pas prise de tête, ok, c'est pas hyper poussé, c'est l'intrigue, les ficelles narratives sont un peu grossières, un peu cousues de fil blanc, c'est un peu facile, mais ça reste bon enfant, ça reste sympa. En plus les personnages, ils mangent des cookies à longueur de journée, ils boivent des litres de café, je sais pas comment ils font, mais il y a ce côté très gourmand aussi, très cosy, dans ce petit village où tout le monde se connaît. Enfin, moi j'ai passé un super moment de lecture, ça se lit super bien, la plume de l'auteur est hyper efficace. Après oui, il y a des clichés, voilà, ça a été quand même écrit au début des années 2000. Celui-là il est sorti en 2001. En 2001, ouais c'est ça. Du coup ça remonte à 20 ans, donc forcément que depuis les mentalités ont évolué. Mais voilà, il faut replacer le livre dans le contexte de l'époque. C'est sympa, voilà, il y a une vingtaine de tomes qui est sorti aux États-Unis et les éditions Cherche Midi commencent à les sortir en français. Donc ce deuxième tome est sorti là au début de l'année, et puis il y a le tome 3 et le tome 4 qui vont sortir au mois de septembre. Je peux vous montrer le tome 3, ça va être Meurtre et Muffin aux myrtilles. Voilà, la couverture va être comme ça. Et le quatrième tome va s'appeler Meurtre et Tarte au citron meringuée. Donc c'est très gourmand à chaque fois. Mais voilà, c'est pas prise de tête, c'est parfait pour l'été. Si vous voulez une lecture transat au bord de la piscine, c'est idéal. Voilà, c'est cosy, c'est sympa, pas prise de tête. Un peu cliché parfois, mais voilà, si tu sais dans quoi tu t'embarques et que tu te formalises pas, ben, tu passes un bon moment. Donc voilà, je vous recommande, si jamais pour cet été, ça peut être vraiment chouette. Voilà, j'en ai fini avec cet énorme bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour savoir si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné envie d'en découvrir certains. Je vous laisse aussi vous abonner si c'est toujours pas fait, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur la chaîne. Et puis allez voir mes précédentes vidéos, voilà. En tout cas je suis ravie de vous retrouver enfin. Vous m'avez manqué quand même, vos petits mots m'ont manqué. J'espère que vous passez de très bonnes lectures et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de faire de très belles découvertes livresques et je vous dis à bientôt. Ciao!